Parfois, ils avaient un prénom. D'autres fois, ils étaient juste une ombre ou un parfum. Ils entraient au restaurant, balayaient l'assistance du regard, l'air las, comme s'ils étaient perdus. Ils avaient pris la décision de poser leur solitude n'importe où. Ils étaient tenaillés par ce désir sexuel à jamais contenté, cette envie de nouveauté qui les rendait fragiles et odieux. Ils n'avaient aucune mémoire, ils avaient flouté leur ancrage. Seul le bout de la nuit comptait, ce moment interdit où les rideaux tombent en même temps que le cri de jouissance. Tout de suite après, ils avaient peur. Ils avaient besoin d'être rassurés comme des enfants. Ils voulaient rentrer à la maison, chargés de tendresse et quelquefois de remords. Ils voulaient à tout prix, avant le petit matin, perdre cette liberté tellement affirmée, tellement revendiquée en début de soirée. Chaque soirée était temps à part. Ils n'avaient pas besoin d'être courageux, ils souhaitaient juste éprouver du désir, désir du corps féminin, désir de fantaisie, désir de dépenser. Il sera toujours temps de faire les comptes, de regretter ou d'être fier. Émilie Prophète, bonsoir. Bonsoir Valérie Marella-Mélé. Et bienvenue au Point. Un plaisir. Vous êtes de passage à Paris Oui. Pour le Salon du Livre haïtien qui se tient tout début décembre dans la capitale. Oui, les premiers et 2. Premiers et 2. Et vous êtes l'auteur de ce roman Un ailleurs à soi qui vient de paraître aux éditions Mémoire d'Encrier, dont vous venez de nous lire une page. Alors avant d'entrer dans la chair de ce roman, d'abord, comment va Port-au-Prince, puisque vous en arrivez tout juste? Port-au-Prince va mieux que la semaine dernière, pour rester dans une note positive. J'ai laissé la ville très calme, avec beaucoup de souffrance. Évidemment, on a connu des moments difficiles et ces moments, je le crains, ne sont pas terminés, mais c'est toujours la même ville très attachante, très bruyante, où il y a plein de gens qui demandent à vivre, qui demandent à s'exprimer. Et ce qu'il faut retenir de Port-au-Prince aussi, c'est que malgré les troubles de la semaine dernière, le festival de théâtre Quatre Chemins a pu quand même se tenir. Donc ils ont revu le programme à la baisse, mais tous les jours, plein de jeunes sont allés à Yanvalou et au Jardin Samba et les invités sont quand même venus, François Martouret, Laurent Goudet qui étaient là dans le cadre de cette 15e édition. Donc et voilà, c'est une très 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 belle note pour Port-au-Prince. Voilà, les gens vont au théâtre malgré les troubles, malgré le chaos qu'il y a eu la semaine dernière. Le chaos dû donc à cette révolte de la population haïtienne contre l'usage qui est fait des pétro-caribés. On ne va pas rentrer dans tout ce dossier, puisqu'en plus Claire Ménial le traite sur le site du .fr, mais cela dit, c'est un ras-le-bol général de la population contre la corruption. Est-ce qu'on peut résumer Oui, il y a un ras-le-bol contre la corruption, mais un mouvement qui est un petit peu perverti aussi par la politique, puisque beaucoup de gens sont arrivés, ils sont entrés par la brèche et malheureusement on a regretté beaucoup de choses, dont le décès de gens. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et voilà, les choses sont très mélangées, donc c'est pour ça que j'aime pas beaucoup en parler, parce que je ne sais pas trop sous quel angle les aborder. C'est assez mélangé. C'est vrai qu'il y a des revendications légitimes, parce que c'est vrai qu'il y a eu une appropriation privative de ressources communes, mais aussi il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent autour de ça aussi. D'accord. Donc on laisse un petit peu ce désordre porto-princien pour prendre la parenthèse littéraire, celle dont on a besoin. Et justement, c'est l'occasion d'entrer dans votre parcours, puisque au même moment que paraît Un ailleurs à soi, paraissent pour les lecteurs français tous vos autres livres, autrement dit des livres de poèmes, Des marges à remplir et autres poèmes, mais aussi des romans comme Le reste du temps, comme Impasse dignité, comme Le bout du monde est une fenêtre, pour parler du dernier, ce qui montre aussi que vous vous promenez aussi parfois à travers ce dernier roman dans la campagne de votre pays, pas seulement dans la ville, même si vous êtes une peintre particulièrement précise de la géographie urbaine et des solitudes urbaines
notamment à Port-au-Prince. Alors, pour revenir un petit peu au départ, vous êtes née où, Émilie Prophète? Ben, je suis née à Port-au-Prince, Ah, à l'hôpital public, donc je suis une Port-au-Prinциenne pure et dure. et dans quel milieu est-ce que vous avez grandi? Je vous pose la question parce que tous vos livres sont très très proches d'une population extrêmement pauvre, extrêmement modeste en tout cas. Donc vous avez comme une proximité. Est-ce que vous avez connu ces milieux-là de près? Est-ce que, autrement dit, comment vous qui aujourd'hui êtes écrivain mais aussi directrice du bureau du droit d'auteur en Haïti, qui avait dirigé la Bibliothèque nationale de votre pays, et donc qui avait été aussi à la tête de la direction du livre et de la lecture. Comment est-ce que vous avez grandi? Dans quel univers? En fait, de petite classe moyenne, mon père était fonctionnaire et ma mère, elle ne travaillait pas. Mais on ne peut pas habiter Haïti sans être dans la proximité de la très grande pauvreté et même de la misère. Parce on le voit partout. Tu vois, on voit les gens et il n'y a pas un quartier riche qui ne côtoie un bidonville. Donc on est forcément dans la proximité de la misère et de la pauvreté quand on habite Port-au-Prince, quand on habite Haïti en général. C'est vrai que moi j'ai pu aller à l'école, c'était une très grande chance. Je n'ai pas connu la faim, mais en même temps il y avait des petits camarades, il y avait des gens et j'habitais un quartier, on va dire un quartier populaire. C'est vrai on avait la chance d'avoir une maison, mais les gens, je regardais vivre les gens, je regardais les départs surtout. Donc en fait, c'est l'histoire de ma vie. Regardez, et très jeune, je n'ai pas compris, et ça a commencé avec le Testament des solitudes, où finalement un jour, je me suis réveillée et j'ai compris ce qui se passait autour de moi, des choses que je prenais comme pour des choses naturelles, mais en fait, elles ne l'ont jamais été. Voilà, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas habiter son pays comme ça. Donc des gens qui ne demandent qu'à partir, qui veulent partir, ou qui a un parent à l'étranger qui attend un transfert, des jours où il n'y a pas le pain, il n'y a pas l'eau. Donc voilà, ce sont des choses qui se voient et on ne peut pas passer à côté de ça. Quand vous parlez du Testament des solitudes, c'est votre premier écrit? Oui, c'est mon premier récit ou roman. Bah, ça c'est mon éditeur on est toujours dans ce débat et ce récit ou un roman, mais à ce stade il n'est plus important. Mais j'ai commencé par publier de la poésie, des marges à remplir sur Parure d'ombre et puis est arrivé en 2007 le Testament des solitudes et puis les autres livres. Et j'allais dire dans votre parcours, est-ce qu'il y avait moyen de s'imaginer écrivaine ou est-ce que c'était une activité justement marginale et que vous aviez un parcours tout tracé avec une certaine demande de réussite intellectuelle, sociale, financière, je ne sais pas moi, quelles étaient vos ambitions? En fait, je ne me suis, jeune, adolescente, moi j'ai toujours écrit, mais je ne me voyais pas forcément écrivaine. J'écrivais, on va dire, pour moi. J'écrivais des textes et j'ai eu la chance de fréquenter des gens qui étaient eux-mêmes écrivains, comme René Philoctète et Jean-Claude Fignolet, que j'ai connus très jeunes. Voilà, j'écrivais des petits poèmes que je montrais à ces amis-là, qui me disaient, voilà, tu peux écrire. Et puis, un jour, Rodney Saint-Éloi venait de fonder les éditions Mémoire à Port-au-Prince. Il m'a appelé, il m'a dit je voudrais publier un recueil de poèmes de toi. Je lui ai dit très bien, je vais chercher des poèmes dans les fonds de tiroir et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et j'ai continué à écrire parce que écrire me donne de l'énergie. Parce qu'il y a eu des émeutes les 6, 7 et 8 juillet en Haïti et là, je ne pouvais faire qu'une seule chose, écrire. Quand ça ne va pas, il faut que j'écrive. Donc j'ai un livre qui est sorti en mai, Un ailleurs à soi, et puis je me suis mise à écrire très très vite un autre livre. Parce que pour ne pas devenir complètement dingue, il fallait que je canalise cette énergie, cette dépression. Voilà, c'est de la dépression. Donc ça me guérit un petit peu, ça me soulage
plus, ça ne me guérit pas, c'est impossible. Ça me soulage de la dépression que d'écrire. Voilà, là, je me mets dans un autre univers et je donne la parole à des gens qui méritent de l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui pensent beaucoup de choses, mais qui ne peuvent pas faire foule, pardon. Puis voilà, donc je crée un espace pour ces gens-là et voilà, c'est une aventure extraordinaire et on ne sait jamais où on peut arriver. Mais voilà, aujourd'hui, au point avec vous, Valérie Marin-Lamélé, très connue en Haïti d'ailleurs, Valérie, voilà, en train de parler de littérature, de parler de ma ville, de mon pays. Et avant d'entrer complètement dans votre texte, il y a aussi vos responsabilités en tant que femme du livre dans votre pays. Alors d'abord, il faut dire que vous avez vous-même fait ce chemin vers l'ailleurs au niveau de vos études. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez vécu hors d'Haïti et pourquoi vous y êtes revenu? En fait, pas longtemps. À 20 ans, j'étais à Jackson State University pour faire du journalisme. Je suis revenu, c'était relativement court. Ensuite, je suis parti en Suisse en 2005, mais je suis revenu très vite parce qu'il y a des gens comme moi qui ne peuvent pas déshabiter. Et c'est vrai que je voyage beaucoup. La semaine dernière, j'étais à Montréal et avant, j'étais au Parlement des écrivaines francophones à Orléans. Ici, je bouge beaucoup, c'est très utile, mais en dépit de tout, moi, je sens qu'il faut que j'habite ce pays. Il faut que j'habite Haïti. Donc, et voilà, ça ne va plus changer, là. Il n'y a pas de risque que ça change à mon âge. Et aussi de vous engager pour la vie du livre, qui est quand Pour même la un vie du combat un livre, peu difficile, hein, disons-le. c'est un combat difficile parce qu'il n'y a pas d'infrastructure culturelle, il n'y a pas d'infrastructure tout court. En fait, le livre n'est pas un cas à part en Haïti. Quand dans une société, il y a beaucoup de choses qui manquent, forcément, ce serait peut-être étrange de voir que dans le domaine du livre, du partage du savoir, qu'il y ait beaucoup d'infrastructures culturelles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de priorités. D'autres me diront, c'est la santé, c'est l'éducation. Ils n'auront pas tort, ils n'auront pas raison non plus, parce que tout est important. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés. Il n'y a pas d'infrastructure, mais il y a des embryons, il y a des choses qui durent. Et il y a aussi une envie et un besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir. Il y a des efforts qui sont faits au niveau d'associations et aussi des stratégies que des jeunes gens ont mis en place, comme moi, quand j'avais leur âge, pour pouvoir lire. Ils se passent les livres. Et même si, quand un auteur haïtien publie un livre, c'est vrai qu'il n'en vend pas 4-5 000 exemplaires, mais les jeunes les lisent dans les réseaux de bibliothèques ou entre eux. Donc, c'est pour ça aussi que la littérature, l'écrit a beaucoup d'importance en Haïti. Mais le livre on devrait beaucoup plus démocratiser le livre, démocratiser le savoir, mettre des bibliothèques dans les écoles. Mais c'est un effort qui doit faire partie d'une politique publique de l'éducation, de la culture aussi. Et d'ailleurs, vous avez dans vos livres, et notamment l'un d'entre eux, un très beau personnage de libraire. Hein, oui, voilà. Jean-Baptiste, le libraire dans Le Reste du temps. C'est ça, Le Reste du temps. Les titres sont toujours très, très forts, comme cette impasse dignité, et où il y a des jeunes filles aussi auxquelles vous donnez la parole beaucoup. Hein. Et c'est le cas donc dans ce livre Un ailleurs à soi. Donc c'est un peu pour dire justement cette soif de partir, de laisser, comme vous dites, hein, on laisse son pays. Et ce rêve, cette illusion, c'est un peu ce thème, comme on dit en musique, qui est au cœur de votre roman, Émilie Prophète. Et je dirais que c'est une musique que vous avez commencé et que vous poursuivez sans trop de bruit, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas ni de gros livres, ni d'intrigues comme ceci, comme cela, ni de personnages bruyants ou de héros détonnants. C'est pas ça, c'est la musique à la fois douce et difficile de la société. Et notamment, dans celui-ci, c'est plusieurs thèmes à la fois, mais principalement deux jeunes filles qui sont
complètement différentes l'une de l'autre. L'une, Lucie, est complètement délurée, presque libérée, enfin c'est ce qu'on croit du moins apparemment au début quand on fait sa rencontre. Elle est serveuse dans un bar qui s'appelle Aïzan, A-Y-I-Z-A-N. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, Aïzan. C'est un terme qui est dans la terminologie vaudou. Ça veut dire frère, ça veut dire... Parce que là, en fait, il y a une tendance aujourd'hui en Haïti à revenir ou à utiliser ces pistes-là dans les entreprises, les bars, restaurants. Donc, on cherche des noms très, très haïtiens, très ancrés dans la culture populaire. Donc Aïzan, ses frères, et Rol Josué, qui est un Ougan, artiste de son état, m'a dit que ça voulait dire aussi terre sacrée. Ben voilà un nom pour un bar qui est tenu d'ailleurs par un Français. Et alors cette Lucie, elle est serveuse, et elle mène un peu une autre vie quand elle n'est pas serveuse pour arrondir les fins de mois, une vie disons-le de prostituée, hein, voilà. Tandis que Marietou, alors elle est extrêmement mal dans sa peau, elle a un problème. Je pense qu'on peut qualifier d'anorexie et qui est que vous décrivez de très près dans son corps. Mais leur rencontre va créer quelque chose de tout à fait salutaire pour l'une comme pour l'autre, et on va s'apercevoir qu'elles sont toutes les deux habitées par un mal et un drame familial. L'une a été victime de son père, l'autre, Marietou, est l'enfant bâtarde que sa demi-sœur aînée accuse d'être à l'origine de la destruction de la famille. Et finalement, l'intrigue s'épaissit peu à peu, au fur et à mesure que les deux personnages féminins avancent dans leur relation. Et voilà, je peux absolument pas dire ce qui se passe à la fin, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, elles ont une relation qui est proche de celle d'un amour homosexuel, mais je ne sais pas si c'est vraiment cela que vous nous dites, ou si c'est le manque d'amour qui crée cet amour homosexuel. Ou comment traitez-vous l'homosexualité, qui n'est pas un sujet facile dans ce livre ? En fait, c'est pas un sujet facile dans mon pays, c'est même pénalement... Oui, c'est ce que je voulais dire, dans votre pays, pas dans votre livre. Enfin, les deux, oui, bon, bref. Oui, les deux. Et en fait, l'homosexualité n'est pas le sujet principal du livre. Et je suis contente que tout le monde le comprenne comme j'ai voulu qu'il le comprenne. C'est pas le sujet principal. Deux jeunes femmes, voilà, esselées avec des drames et qui se rencontrent. Il y a une relation et voilà, une relation homosexuelle, mais autour de la thématique du départ, l'envie de partir pour aller vivre ailleurs, parce que l'ailleurs est mieux, parce qu'en Haïti on nous apprend que l'ailleurs est mieux, et ça c'est une anecdote, mais qui révèle beaucoup de nous, de ce que nous sommes. Jusqu'à présent, dans des villages en Haïti, quand quelqu'un décède, on dit qu'il est retourné en Guinée. Donc l'haïtien de tout temps avait son ailleurs. Voilà, il voulait retourner en Guinée, en Dahomey, donc toute la côte ouest de l'Afrique. Les gens, ils veulent partir. Donc on est habité par le besoin de partir, et l'haïtien peut être très très bien dans son pays, être médecin, être architecte, mais il a quand même envie de partir. Et j'ai été très troublée il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, de voir que des gens qui étaient médecins en Haïti se retrouvaient infirmiers à Montréal parce qu'ils avaient choisi de déshabiter. Donc voilà, nous sommes habités par ce besoin de partir, et c'est peut-être l'insularité. Les continentaux gèrent ça mieux parce qu'ils peuvent juste traverser des frontières terrestres et partir, mais nous avons besoin de partir, et aussi parce que, comme tous les gens des pays en développement, on ne peut pas partir comme on veut, comme on souhaite. Donc il y a des murs administratifs, donc voilà, c'est un petit peu aussi pour attirer l'attention sur tout ça. Quentin, c'est un Français
Et lui, il décide de changer de patrie. Alors C'est là, vrai, on en revient à votre livre Un ailleurs à soi, Émilie Prophète, et au patron du bar dans lequel Lucie travaille. voilà. Alors ce Quentin, oui, Voilà. vous Oui, disiez, ouais, oui. il est français, il décide de partir. Il habite un beau pays, la France est un beau pays avec plein d'avantages, etc. Mais on n'est pas obligé de vivre dans le pays dans lequel on est. Donc il choisit d'aller vivre ailleurs, il choisit son ailleurs. Mais c'est un petit peu plus compliqué pour les gens des pays en développement. Donc je parle d'un lieu haïtien, c'est le pays que je connais le mieux. Mais c'est vrai que nous, en général et en particulier, nous avons envie, nous avons besoin de partir. Et on dirait qu'on a besoin de partir pour pouvoir mieux aimer le pays. Parce que nous avons une diaspora qui est très impliquée, qui est attentive à ce qui se passe dans le pays. Mais aimer son pays aussi veut dire prendre ses distances par rapport à lui pour mieux le comprendre, pour mieux le cerner, pour mieux aider aussi parce que beaucoup de gens en Haïti dépendent des transferts de la diaspora qui vers 2006-2007, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ces transferts de la diaspora étaient de loin supérieurs à toute l'aide internationale qui était fournie à Haïti. Donc c'est ça, c'est le rapport avec la diaspora, c'est le besoin d'aider, de partir. Et dans le cas de Maritou, c'est un besoin de liberté aussi. Aller à Amsterdam, Amsterdam c'est une ville d'eau, c'est une ville de liberté aussi. Et aussi le Suriname est proche d'Amsterdam. Donc quand on est à Paramaribo, on est vraiment aux portes d'Amsterdam. Elle voudrait aller au Suriname et le Suriname, et ça c'est important aussi pour comprendre, le Suriname a interrompu sa liaison aérienne avec Haïti parce qu'il y avait trop d'Haïtiens qui partaient pour le Suriname. Et quand j'ai envoyé mon manuscrit à Mémoire d'un crié, la première lectrice, elle m'a écrit un peu interloquée pour me dire « Mais le Suriname est un pays pauvre. Voilà le PIB du Suriname. Vous êtes sûr que les gens, ils veulent aller au Suriname ?» Mais c'est difficile à comprendre parce que des fois, les gens font des choix qui ne sont pas logiques. La personne qui vit très bien, qui est médecin ou qui est professeur et qui décide d'aller vivre à Montréal ou qui a un parcours scolaire assez intéressant qui lui permettrait de vivre même en Haïti, qui se retrouve à faire la sécurité à Paris dans un magasin, on se dit, il y a un souci là, il y a quelque chose à interroger sur l'envie et le besoin de partir, de laisser son pays. Donc c'est vrai que c'est une question en même temps avec un soubassement très mélancolique, mais on sent que, ne serait-ce que par ce Quentin, par d'autres personnages, de toute façon à quel point vous aimez votre pays et votre ailleurs à vous. Est-ce que ce serait de cet ailleurs intérieur que vous donne l'écriture ou que peut-être c'est une question un peu, je vais dire, dont la réponse est un peu attendue, mais... Mais mon ailleurs à moi, j'ai eu des ailleurs. J'ai eu envie d'aller voir ailleurs, j'y suis allée. Donc quand on a été voir ailleurs aussi, on peut faire le choix de revenir. J'ai fait le choix de revenir en Haïti. Donc moi, j'ai beaucoup d'ailleurs. Moi, ça me fait du bien de pouvoir partir de temps en temps d'Haïti. Ça me fait vraiment beaucoup de bien et j'ai ce privilège grâce à la littérature. Mais ça me permet de comprendre et je pense que c'est bien aussi d'avoir des ailleurs. C'est bien, ça aide à vivre, d'avoir des ailleurs et se dire aussi peut-être qu'on est de partout et avoir évidemment un ancrage. Et cet ancrage-là, c'est Haïti, et en l'occurrence Port-au-Prince. Quand vous avez parlé de ces Haïtiens qui, au seuil de la mort ou après, enfin, veulent partir pour retourner sur le continent. Quand les gens décèdent, ils ont dit qu'ils sont retournés en Guinée. En Guinée. Justement, Marietou, est-ce que c'est un prénom haïtien ou sciemment africain? Oui, c'est haïtien. Il y a je connais une peintre qui s'appelle Maritou. C'est haïtien comme prénom, Maritou. C'est haïtien, parce que ça sonne Marietou. C'est ça, ça sonne un petit peu africain, voilà, comme Fatou. Voilà, mais en réalité, c'est aussi haïtien qu'africain. Et je voulais, puisque vous parliez de dimension insulaire, profiter de notre rencontre à Paris en cette fin du mois de novembre, Émilie Prophète, pour saluer le site d'Île en Île, qui est une espèce de réserve extraordinaire au niveau littéraire et culturel qu'anime à lui seul l'universitaire américain Thomas Spear. Et ce site donc atteint ses 20 ans cette année.
Il attend aussi l'aide de tous ceux qui veulent la lui fournir. Et surtout, ce que je voudrais savoir, c'est ce que ça représente pour vous dans la littérature d'être porté comme ça par ce pôle d'information. Parce que nous, journalistes, savons ce que ça nous donne. Mais pour un écrivain, dans votre pratique de la vie littéraire, bibliothèque, dans quelle mesure c'est un... Vous avez parlé d'Ilan Hill et j'ai eu la chair de poule. C'est tellement important pour moi comme site d'information. C'est un réservoir extraordinaire pour la littérature insulaire, pour la littérature haïtienne. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir été interrogé par un ou une journaliste sans que ces références n'aient été Ilan Hill. Et ça doit être le cas pour tous les écrivains haïtiens. Ilan Hill est vraiment, vraiment un site très, très important et confronté à des soucis financiers. Et voilà, et Ilan Hill a besoin d'aide et je pense que c'est un devoir, c'est important pour ceux qui aiment la littérature, ceux qui sont attachés à l'information, voilà. Donc, aide ce site, mais c'est vraiment très, très, très important et je salue vraiment le courage de Thomas Spear, Thomas C. Spear, qui anime depuis 20 ans à lui tout seul ce site et vraiment je le remercie du fond du cœur parce que Ilan Hill a fait énormément de choses pour la littérature haïtienne, énormément de choses pour moi à titre individuel, vraiment. Hein. Bon, voilà le petit coup de chapeau à Thomas Spear et à Ilan Hill. Et puis avant de conclure, je voulais savoir, Émilie Prophète, quelle était la dimension de l'engagement de l'écrivain, je pense, de nouveau à ce sujet sur l'homosexualité, parce que au même moment que le vôtre paraît toujours chez Mémoire d'Encrier le livre Gary Victor, qui est une espèce de satire désopilante sur la corruption des politiques au sujet justement d'un festival LGBT qui devait se tenir à Port-au-Prince. Or, la chose a existait réellement. Et je crois que c'est ça qui vous a inspiré, du moins cet événement d'ostracisation, d'ostracisation ou d'ostracisme. Tout d'un coup, j'ai un doute, mais passons. Je me demandais dans quelle mesure c'est cet événement qui tout d'un coup vous a amené à faire un collectif, à organiser un collectif d'écrivains qui ont pris la parole sur... tolérance. Oui. Du domaine de la tolérance. Oui, c'est un livre, ça fait 1 an qu'il est sorti. En fait, les sénateurs de la République ont voté une loi sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs. Voilà, et une loi vraiment scélérate, allons dire le mot. Voilà. Par populisme aussi, puisque c'est pas un combat qui devrait nous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'arrière-garde totalement. Et cette loi incite à la dénonciation, etc. Donc et voilà, il fallait. Et puis un matin, je me suis dit non. Dans 20 ans, est-ce qu'on va dire que les écrivains n'ont rien dit? Donc j'ai rameuté un certain nombre d'écrivains, une douzaine, et on a fait un collectif qui a très bien marché, qui s'appelle Du domaine de la tolérance. Mais en même temps, je suis contente que beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes disent écoutez, c'est pas le combat, c'est pas important. Les gens dans le cadre de leur vie privée peuvent avoir la sexualité qu'ils souhaitent et voilà. Et je pense qu'on a besoin de continuer à en parler. La loi, elle existe, mais moi personnellement, je n'ai pas peur et je pense que c'est un devoir d'en parler et de dire écoutez, aujourd'hui, c'est pas ça notre problème. On ne peut pas violer l'intimité des gens, on ne peut pas inciter à la dénonciation. Et voilà, il s'agissait de prendre les devants pour qu'il n'y ait pas de mariage homosexuel. Mais les lois inutiles, comme dit Montesquieu, affaiblissent les lois nécessaires. Et il se trouve que c'est une loi totalement inutile. Les législateurs devraient plutôt s'intéresser à autre chose, comme qui est des choses qui ont rapport avec l'éducation, la santé, le bien-être des gens, un minimum d'argent pour pouvoir vivre. Voilà, donc c'était ça le but de ce livre et on va continuer à parler. Et je pense, comme ils n'ont pas du tout raison et comme beaucoup d'entre eux le savent, parce que je connais parmi ces gens-là des gens tout à fait sensés et je m'étonne qu'ils se retrouvent à voter des lois de ce genre. Mmh, mmh.
Donc ça, c'était pour votre engagement d'écrivain, des livres donc, qui sont tous réunis et à découvrir aux éditions Mémoire d'Encrier, où vient de paraître, donc je le rappelle, Émilie Prophète, Un ailleurs à soi. Je vous remercie infiniment d'être passé par ici, ce jour plaisir. même de votre arrivée Oui, je suis arrivée ce matin. de Port-au-Prince à Paris. Et bien, bonne continuation et bonne écriture, puisque j'ai l'impression que vous êtes déjà dans À fond dans un autre texte. dont on ne Ça, c'est dira, pour contourner la dépression. ouais, dont on ne dira encore rien, c'est Voilà. un peu prématuré. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Émilie.